lock up, off the track, crash. Oh shit. Boom, fast forward, Silverstone, test. Ouais. J'ai bien aimé la saison 6 de Drive to Survive et j'avoue que pour le coup, je m'y attendais, mais alors pas du tout. D'ailleurs, je pense sincèrement que je m'attendais à rien pour cette saison, ce qui m'a probablement bien servi en vrai, parce que quand on n'attend rien, on est rarement déçu. Ça arrive, mais on est rarement déçu. Même s'il y a beaucoup de positifs dans cette nouvelle saison de Drive to Survive, il y a indéniablement des manques, des trucs qui sont dérangeants, et c'est normal, rien n'est jamais parfait, encore moins quand il faut couvrir les coulisses de 10 équipes sur 23 Grands Prix en 10 épisodes de moins d'1 heure. C'est l'enfer. Mais avec un peu de recul, Drive to Survive est devenu peut-être autre chose qu'un divertissement, du moins c'est un peu le feeling que j'en ai aujourd'hui, et j'avoue que la suite logique de Drive to Survive pour les fans de F1, on l'a pas forcément encore, et on va tenter de voir ça ensemble aujourd'hui. Oui, la saison 6 de Drive to Survive m'a donné cette vibe de saison 1. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé qu'on se focalisait un petit peu plus sur l'humain, on avait moins de highlights de course dans tous les sens, plus de moments de coulisses, que ça paraissait dans l'ensemble un peu plus naturel. Mais voilà, on a passé plus notre moment en dehors de la piste et c'est ça que je veux voir. Alors, on a enfin le retour de Lawrence Stroll avec l'épisode sur Aston Martin. On comprend un petit peu mieux que tant qu'il n'est pas champion du monde avec Fiston, l'histoire n'est pas terminée, donc Stroll, on se le tape jusqu'au bout. Et puis on a ce côté gangster très intimidant, mais aussi papa qui voit son fils se faire mal avant la saison. C'est un peu chelou, tu vois, mais on comprend. On voit donc le début incroyable d'Aston Martin, mais on voit aussi le chemin difficile de partir de loin et d'arriver à performer à nouveau chez McLaren. Et là, on s'en fout du classement entre guillemets, mais on voyage avec l'équipe dans ce moment difficile et on a une sorte de happy ending. Et pour le coup, l'épisode sur McLaren, j'ai encore une fois beaucoup aimé. J'ai aussi adoré l'épisode sur Haas contre Williams, l'équipe Haas avec des gens entre guillemets un peu plus expérimentés ou anciens si tu préfères, face aux nouveaux, James Valls, Sargent, la jeunesse, etc. L'angle est vraiment cool, même un petit peu tiré par les cheveux, mais voilà. Et surtout, heureusement, on s'est pas tapé un épisode entier sur Gunther Steiner, je suis désolé, mais j'en pouvais plus là. Mais là, pour le coup, Haas contre Williams, c'est vraiment très intéressant. Forcément, ça renouvelle un peu ma foi en James Valls, même si je l'avais jamais perdu. I'm the best team principal that is really in the pit lane. Et on découvre aussi sa personnalité, en fait, au-delà de cet aspect juste leader qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui fait des beaux discours que j'adore par ailleurs. Ça paraît con, mais juste le fait qu'il avoue qu'il est un méga nerd sur la manière de boire son café, c'est rien, mais ça donne vraiment de l'humanité en fait et un trait de caractère à ce personnage et c'est exactement aussi ce que je veux voir dans Drive to Survive. Je veux voir des humains. Et puis enfin, rouge ou noir, ça doit être le dernier épisode, je crois, Ferrari contre Mercedes pour la P2 du championnat. C'était assez intéressant, sachant qu'on a aussi Las Vegas dans l'histoire, donc il y a du drama et tout. Là aussi, c'est, je pense, l'un des épisodes les plus réussis de la saison. En fait, si on regarde bien, les épisodes de rivalité en piste entre équipes ou de chemin un peu difficile avec un happy ending, forcément ça fonctionne parce que la structure narrative est déjà là en fait. Donc Netflix a plus qu'à capturer les bons moments. Donc on est assez proche de la réalité, c'est vraiment cool. Pareil, l'épisode sur Ricciardo et Lawson et le test de Ricciardo, etc. C'est de la bonne backstage qu'on a envie de voir. On comprend les motivations de tout le monde et que oui, Ricciardo chez Red Bull, c'est juste une question de temps et que ce sera personne d'autre que lui. Voilà. Mais bon, globalement, c'était assez cool. Je trouve que ça reste quand même assez crédible en fait pour un fan de F1 qui suit beaucoup le sport. Pour un nouveau venu, ça permet de vraiment mieux comprendre les dynamiques entre tout le monde, donc ça, il n'y a pas de souci, la mission, elle est remplie. Tu peux devenir fan de McLaren ou d'Aston Martin après avoir seulement regardé Drive to Survive saison 6, tu vois. Je comprends totalement parce que c'est quand même stylé. Bref, vraiment, j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Je me suis surpris à dévorer les épisodes, mais sans rechigner du tout par rapport aux saisons d'avant. C'est un point positif, je pense. Encore une fois, j'en attends tellement rien que ça a aussi dû aider. Mais il y a forcément quelques problèmes, évidemment, et on va les aborder ensemble. Alors vous avez bien fait gaffe, oui, j'ai pas parlé de tous les épisodes, car oui, il y a des épisodes que j'ai pas aimés pour le coup. On va crever l'abcès direct, en vrai de vrai. 2 épisodes sur Alpine. Mais pourquoi faire? On s'en branle en vrai, je suis désolé, mais un épisode entier sur la haine entre Gasly et Ocon et un épisode entier sur Otmar qui se fait virer. Alors que tout ça, ça pouvait tenir largement en un seul épisode et en plus, je pense qu'il aurait été vraiment génial. Alors la rivalité entre Gasly et Ocon, c'était quoi qu'il arrive, un sujet méga drama, parfait pour Netflix, clairement, mais bon.
Là, il a été surdramatisé. Ils s'en sont pas privés. Et le pire, c'est que malheureusement, les gens vont croire que c'est réel quand tout le reste, on va dire ah ouais, mais c'est Netflix, c'est scripté, nanana. Alors oui, Pierre et Esteban, ils vont pas partir en vacances ensemble, ça, on le sait. Oui, ils ont envie de battre l'autre en piste coûte que coûte. Et ça sent peut-être probablement plus que entre Charles et Carlos ou que entre Lewis et George, etc. Ils sont grands maintenant, Pierre et Esteban. Ils savent bosser en équipe. Ils ont une relation pro sans vraiment plus. Et il n'y a pas de drama. Et ils poussent tous les deux dans la même direction. C'est ça le pire, c'est que ça se passe quand même bien d'un point de vue professionnel. C'est ouf. Alors cet épisode me permet aussi d'aborder la question du script dans Drive to Survive parce que oui, les proches se font souffler les questions à poser aux protagonistes, sauf que ça se voit un peu quand Netflix force vraiment. Vous avez qu'à revoir la scène avec Esteban Ocon et sa famille sur le bateau. Et comment ça va dans l'équipe maintenant ? Comment tu restes concentré, Esté ? Ça doit être difficile, hein ? Oui, là, c'est gênant. Hein. Alors, la technique de faire en sorte que les proches posent les bonnes questions pour avoir une réaction naturelle de la part d'un protagoniste, je dis pas, c'est la bonne manière d'opérer. Bien au contraire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et à des moments, ça passe nickel, c'est top. Mais du coup, tout réside dans cette manière de faire, dans la bonne question à poser. Et honnêtement, mais c'est lunaire de voir Esteban Ocon se faire poser une question sur sa relation avec Gasly sur un yacht au déjeuner de famille en vacances. Même sans connaître le gars, à quel moment ça lui correspond, ou est-ce que ça correspond au mood familial de parler de Gasly sur un yacht en vacances ? Non. Alors c'est pareil dans l'épisode sur Hamilton. Lewis se fait convoquer entre guillemets dans le bureau de Toto. Tu as 3 ingé-sons, 2 caméras, la porte ouverte et on discute de l'avenir, mais comme ça, genre tranquille. La mise en scène ne matche pas du tout avec ce que l'on peut attendre. Hamilton, c'est un gars qui est méga privé et là, on n'a pas du tout l'impression d'être dans l'intimité. Là, on sent que c'est, encore une fois, que c'est mis en scène. Alors pareil, l'épisode sur Ferrari où Charles, Carlos et Fred Vasseur mangent des pâtes dans le bureau du patron pour dire « calmez-vous en piste après Monza ». Là aussi, c'est trop mis en scène. Probablement qu'il y a eu ça. Probablement qu'il y a eu une discussion. Mais on préfère avoir des bribes de conversation qu'on écoute à une porte dans un motorhome ou un Fred Vasseur qui lâche un « arrêtez de filmer tout de suite » et où tu comprends que c'est chaud, tu vois. En fait, Netflix montre les bonnes choses, mais pas de la bonne manière. Alors pareil, j'ai trouvé trop dramatique la fin de l'épisode sur Gunther Steiner ou son personnage qui apparemment ne voulait pas continuer en F1 et partir faire du bon vin avec Mattia Binotto, quand on sait qu'il a juste pas été renouvelé par Gene Haas sur fond de désaccord. Bref, on a quand même des gros problèmes de mise en scène encore une fois et de script où on fait dire quelque chose qui, en fait, finalement n'est pas naturel. C'est un peu bizarre, mais bon. C'est Netflix. L'épisode sur Lewis, on sent que ça a été remonté en tout cas, un petit peu dernière minute, je pense, puisqu'il a signé chez Ferrari du coup. Et il y a dû y avoir clairement pas mal de coupes au montage, ça c'est sûr, pour pas être complètement à l'opposé de la réalité, avoir un épisode full « je crois en mon équipe, je reste avec Mercedes jusqu'au bout, nanana ». Ça aurait pu effectivement endommager l'image de Lewis Hamilton, puisque il part chez Ferrari. Alors pour terminer, retour de Claire Williams, j'ai trouvé ça un petit peu forcé entre guillemets, sachant qu'elle n'a pas laissé une trace indélébile sur l'héritage de son père en sport auto, mais bon, voilà. Mais au moins elle sait de quoi elle parle, c'est assez intéressant. Et puis bon, Danica Patrick is the new Will Buxton. J'ai pas grand chose à dire, mais c'est toujours un peu gênant qu'un ou une américaine qui a principalement couru sur ovale nous parle de Formule 1. Un peu comme si Jolyon Palmer, d'un coup sec, parlait des playoffs de la NASCAR et ça lâcherait des dingueries sur Twitter, je pense. Ouah, les ricains, ils seraient fous. Mais bon, faut bien satisfaire la fameuse base US d'audience qui est incroyable, qui représente un potentiel faramineux. C'est con parce que Danica jouit pas non plus de la meilleure réputation déjà chez elle, donc bon. Il y avait probablement bien mieux à caster en ancienne pilote féminine, je sais pas. Au fait d'ailleurs, juste en parlant de ça, vous avez vu un épisode sur Alfa Romeo parce que à part le mulet de Bottas pendant 4 secondes, je crois qu'on n'a rien eu du tout sur eux. De toute manière, est-ce que on a beaucoup de choses à raconter sur Alfa Romeo en 2023 ? Peut-être pas. En fait, c'est un petit peu comme pour Max Verstappen, qu'on n'a quasiment pas vu de toute la saison. Oui, ça aurait été cool de voir un peu les coulisses de cette saison complètement dingue, mais je suis pas certain que ça aurait été si divertissant que ça. Par contre, oui, il manque clairement un épisode sur les difficultés de Pérez, rien qu'un moment, même dans l'épisode sur Ricciardo, manque peut-être cette case justement sur Sergio Pérez.
Enfin, de mon point de vue, je trouve. Alors, au lieu de ça, bah, on se tape 2 épisodes sur Alpine. Encore une fois, mais qu'est-ce qu'on en a à faire là ? Battre l'ennemi. Et en plus, ces 2 épisodes, mais ils sont parfaits pour détester Alpine. 2 pilotes français qui se haïssent, c'est nickel. Otmar qui se fait virer par le méchant français et le management au-dessus, parce que bah, ça performe pas et que bah, à un moment donné, il faut faire quelque chose et que c'est de la malchance. Et encore, vu la relation d'Otmar avec Alpine, probablement qu'on aurait pu avoir plus dramatique, mais bon, bref. Pas mal, non? C'est français. Mais en tout cas, en fait, depuis la 2e saison, eh bien, les équipes ont récupéré un peu de pouvoir quand même sur ce qu'il sort vraiment sur Netflix. Visiblement, Alpine pas trop, mais en tout cas, toutes les autres équipes arrivent à dire il y a des trucs qu'il faut pas que ça sorte. Alors avec Netflix, on a commencé par un docu un peu bien monté sur les coulisses d'un sport quand ils avaient carte blanche en saison 1. Un docu drama trop scripté depuis la saison 2, même si avec cette saison 6, ça s'est quand même amélioré, ou du moins ça s'est un petit peu moins vu. Alors je le rappelle, la réunion des teams principaux là, où Horner et Wolf se mettent sur la tronche, en saison 5 là, vous savez, avec cette fameuse histoire de porpoising. C'est à moitié pour les cams, il n'y a rien de trop sérieux comme discussion, on a juste le drama pour illustrer un sujet, même si cette scène est un mème qui est absolument génial et que j'adore en vrai sur tous les aspects. La réunion était pour Netflix, pour montrer qui était gentil, qui était méchant, mais pas pour montrer qu'on résout un problème. Aujourd'hui, et c'est l'impression que j'en ai, je trouve que Drive to Survive est uniquement devenu un canal de communication un peu bien habillé. Je m'explique. En fait, avant, Netflix se servait de la Formule 1 et des équipes pour produire un contenu. Ce contenu avait pour objectif de divertir et d'attirer une nouvelle audience pour la Formule 1. C'est largement gagné, encore une fois, c'est génial pour les fans et pour le sport. Le sport n'a jamais été aussi incroyable et populaire, donc let's go. Dans le même temps, ce produit, entre guillemets, ce contenu audiovisuel servait par conséquent de moyen de communication pour les équipes et la Formule 1, pour véhiculer les messages du sport, l'image de marque de chacun, etc. etc. Mais c'était pas l'objectif ou la volonté principale à ce moment-là. Et sur cette saison 6, j'ai l'impression que la tendance s'est justement inversée. C'est un outil de communication qui, s'il est bien foutu, bien produit, peut être un divertissement. L'épisode sur Aston Martin, j'ai plus l'impression d'une longue publicité que d'un divertissement. On a tout le bon côté, mais bizarrement, on n'a pas Stroll qui éclate sa voiture à Singapour ou la mention de sa mauvaise saison. Ni d'un Alonso qui dit clairement que la voiture c'est une poubelle en milieu de saison parce qu'ils se sont paumés dans le développement. De manière moins prononcée, on sent que les équipes ne donnent clairement pas accès aux équipes de Netflix pour aller choper les moments de vie vraiment intimes, mais tentent de se montrer sous leur meilleur visage. Et c'est pourtant un peu la promesse du show, si vous préférez, montrer les coulisses, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Bon, ceci dit, chez Alpine, on a montré que c'était mauvais, donc j'ai pas spécialement un souci avec ça, en vrai, ça me dérange pas plus que ça. En tant que fan de F1, je vais quoi qu'il arrive regarder le show parce que j'en tirerai toujours des petits moments que j'ai pas vus pendant la saison, etc. Et donc c'est toujours un petit plus à prendre, donc c'est cool. Mais clairement, je le prends pour ce qu'il est, en fait, ce show, pour ce qu'il est devenu, et j'ai, entre guillemets, moins de considération à son propos par rapport à avant. Les chiffres de la série sont en baisse depuis 2022 sur les 3 premiers jours de la sortie de la série. On est passé de 4 millions en moyenne de spectateurs en 2022 à un tout petit peu moins de 3 millions cette année. Une baisse qui est à peu près de 23%, ce qui est quand même beaucoup. C'est con parce que je trouve que c'est l'une des meilleures saisons depuis quelques années. Alors du coup, ma question est la suivante pour vous. Avons-nous atteint un plafond de verre avec le format Drive to Survive ? Car sa mission est restée la même depuis le début et le format n'a jamais vraiment évolué. Drive to Survive, c'est fait pour découvrir la Formule 1. C'est pas un résumé de la saison, c'est pas de l'information et de la précision, on parle pas de technique, on parle des coulisses du sport et de comment il opère en théorie. Donc, est-ce qu'on a encore de nouvelles audiences à aller chercher aujourd'hui ? Est-ce qu'on a atteint ce fameux plafond de verre ? La réponse est oui, je pense qu'on a encore de nouvelles audiences à aller chercher, mais l'effet commence à s'essouffler et il manque un produit aussi puissant que Netflix l'a été en 2019 avec la saison 1 pour soit redonner un kick, soit essayer de stabiliser la chose pour éviter qu'on aille sur des baisses d'audience.
Parce que là, il faut contenter toute cette nouvelle audience qui est désormais fan de Formule 1, que ce soit depuis longtemps ou que ce soit récemment. Drive to Survive ne suffit plus, et donc qu'est-ce qu'on a derrière? Bien, on a le film sur la F1 avec Brad Pitt qui arrive en 2025, ça devrait faire pas mal de bruit. On a un méga documentaire génial sur Brown GP sur Disney+, et je peux que vous le conseiller, il est exceptionnel pour tout amateur de F1, et de toute manière on va en faire une vidéo à un moment donné. Puis derrière, vous avez les rétros de Canal ou de certains diffuseurs, mais bon, c'est une fois par an, il n'y a pas ce côté un peu divertissant de Netflix, vous voyez, on reste quand même sur quelque chose de très très proche de ce qui s'est vraiment passé, on est moins sur de la coulisse, on est vraiment ce qui s'est passé en piste. C'est top, c'est génial en vrai, mais c'est pas tout à fait la même chose. En fait, quand je lis les commentaires un petit peu partout sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on manque non pas d'une rétro de la saison en piste, mais d'une rétro de la saison dans les coulisses. Un peu un hybride entre guillemets entre Netflix et les rétros de Canal, si vous voyez ce que je veux dire. On a envie d'avoir juste une rétro des moments de coulisses. Pas de la dramatisation comme le fait Netflix. Parce que oui, en fait, on a envie de voir l'intimité de Verstappen et la difficulté ou les facilités, on ne sait pas, de péter tous les records. Oui, on a envie de voir la réaction de Sainz et Norris après le travail inter-équipe entre guillemets de Singapour et cette fameuse histoire de DRS, parce qu'on a envie de voir ça dans l'intimité, dans les coulisses. Oui, on a envie de voir et comprendre les difficultés de Pérez. Bref, on veut pouvoir humaniser ces sportifs et rentrer dans leur intimité de sportifs. Alors, est-ce que Drive to Survive aurait dû faire évoluer son format? Oui, certainement. Vers quoi? Ça, c'est une autre question. Est-ce que ça aurait été faisable de le faire évoluer dans un format qui parle à une audience qui est plus éduquée par rapport au sport qu'est la Formule 1? Difficile à dire. Bref, dans tous les cas, la saison 6 se regarde assez bien dans l'ensemble. Ça doit probablement être la, je sais pas, je dirais deuxième ou troisième meilleure saison après la première. En vrai que voilà, que j'ai kiffé. Moi, j'ai bien kiffé malgré évidemment plein de défauts entre guillemets qu'on peut lui reprocher. Mais bon, encore une fois, c'est Drive to Survive. Et vous, Drive to Survive saison 6, est-ce que vous avez regardé?